Le talk des vacances, le rendez-vous à ne pas manquer sur Live TV et la télé. Sans filtre débarque chez vous 19h45 du lundi au vendredi, vous êtes au courant. Et nouvelle venue sur ce plateau en remplacement de Manuela Pocosi qui a été empêchée. C'est Mélissa JJ qu'on accueille. Salut Mélissa. Et toujours avec nous Kevin Aubin qui est là. Salut Bonsoir. Kevin. Et puis Daouda, sa majesté, sans oublier Isabelle Vauvor qui justement nous présente tout de suite le journal télévisé. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous emmène encore une fois faire le tour de l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement congolais demande au porte-parole de l'ONU de quitter son territoire. Le procureur de la République, Adou Richard, appelle à une utilisation saine des réseaux sociaux. Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, tient ses promesses faites lors de la cérémonie d'hommage des planteurs organisée au mois de juin à Yamoussoukro. Les producteurs de café-cacao des régions de Lindonié-Djuablin et de Gontougo ont reçu plus de 7 millions de francs CFA hier de la part du président de la République. Cette somme est la part qui leur revient sur les 100 millions de francs CFA offerts par Alassane Ouattara lors de la cérémonie d'hommage des planteurs organisée au mois de juin à Yamoussoukro. Notons qu'en octobre 2021, l'État a mis la somme de 17 milliards de francs CFA à la disposition des filières agricoles impactées par la Covid-19. Après 6 mois de formation au centre de l'Office du service civique national de Guinguenény, dans le cadre du projet Girl Power, 25 jeunes filles ont reçu leur diplôme de fin de formation la semaine dernière à Marcory. Plus de précisions avec Francis Kofi et Yannick Efoumi. Il y a de cela quelques mois, Nyangoran Victoire avait intégré le centre de l'Office du service civique national de Guinguenény, un village situé au nord de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet Girl Power. De retour à Abidjan après 6 mois de formation, elle est heureuse de recevoir son diplôme. Franchement, je remercie Girl Power parce que grâce à eux, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à avoir un diplôme un jour, mais grâce à eux, aujourd'hui, j'ai un diplôme. Il y a une carte qui me permet de faire ce que je peux, je rentre partout. En tout cas, je dis merci à Girl Power. Et j'encourage aussi mes soeurs à se motiver beaucoup et à se donner à fond dans le travail. L'objectif du Girl Power est de former les jeunes filles en compétences de vie courante, en alphabétisation et en entrepreneuriat avec des encadreurs compétents. Il est sanctionné d'un diplôme de fin de formation. Alors, il y a eu un recensement qui a été fait pour prendre les cibles les plus vulnérables avec lesquelles nous avons travaillé. Et les jeunes filles ont bénéficié de formations pendant plusieurs mois, après des micro-stages, et pour celles qui ont voulu faire l'entreprise, elles sont allées en entreprise. Et ce projet a pour but de les rendre plus autonomes. Cette cohorte se dit satisfaite de la formation et se réjouit de l'obtention de ses parchemins de fin de formation. Elle entend se lancer dans le domaine entrepreneurial. Je vais être une grande dame. Il y a construit chez moi à Dabakala, il n'y a pas de pâtisserie. Donc là, je vais faire mon coin là-bas pour être une grande dame, pour être autonome de moi-même. Je suis coiffure esthétique parce que c'est quelque chose que j'aime et je vais mettre en pratique. Mais je n'avais pas les moyens ni les idées. Mais avec Girl Power, j'ai appris comment faire ma coiffure et mon esthétique. J'ai appris à vendre des jus naturels. C'est ce que je voulais faire depuis longtemps, mais je n'avais pas de moyens. Et aujourd'hui, UNICEF avec OSN nous a permis d'avoir le courage de faire ce que nos cœurs désiraient. Soulignons que les jeunes filles diplômées présenteront leur projet à l'UNICEF qui en assurera le financement. Aussi, les nouvelles entrepreneurs bénéficieront d'un suivi et de l'encadrement en continu de la part des responsables du projet Girl Power. Au lendemain de sa libération, Tapé Eric Stéphane a été découvert sans vie par les gardes pénitentiaires devant la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le pensionnaire de la Maca venait de purger sa peine de 6 mois pour vol aggravé selon des sources proches de l'administration pénitentiaire. N'ayant pas de domicile fixe et aucun contact avec ses parents, la prison l'aurait confié à une ONG. Mais vu son état de santé précaire, l'ONG se serait déclarée incompétente pour l'accueillir. Stéphane est donc resté sous le préau servant d'abri aux visiteurs de la maison d'arrêt où il a été retrouvé mort. Et un homme a été condamné hier à une peine d'emprisonnement de 6 mois, dont 3 mois ferme pour racolage actif et outrage public à la pudeur. Il avait été interpellé le 29 juillet dernier, défilant
entre des voitures au niveau d'un rond-point de Cocody avec une pancarte sur laquelle il était inscrit « Garçon qui fait 10 coups, c'est moi ». Le procureur de la République, Adou Richard, a appelé au respect de la dignité humaine et de la moralité publique, ainsi qu'à l'utilisation saine des réseaux sociaux. Le gouvernement congolais a demandé aux Nations Unies le départ dans un bref délai de Mathias Gilman. Le pays reproche au porte-parole de l'ONU des déclarations indélicates et inopportunes rapportées ce mercredi par des médias locaux dans un contexte de tension entre l'organisation d'une part et les autorités de Kinshasa puis la population de l'Est congolais d'autre part. Depuis le mois de juillet, des manifestants en colère ont saccagé et pillé des installations de la mission de l'ONU présente en RDC depuis 1999. 4 casques bleus ont été tués à Butembo. Au moins 28 manifestants ont trouvé la mort à Goma. 4 autres ont été électrocutés à Uvira lors de la dispersion de leur marche, selon un bilan officiel. Notons que la MONUSCO est une des plus importantes missions onusiennes déployées dans le monde, avec près de 14 000 militaires dans plusieurs villes de l'Est du pays. C'est la fin de ce journal. On les a tous déjà croisés au moins une fois. On les appelle communément enfants de la rue. On en parle sur le plateau du Talk. À tout de suite. Merci Isabelle pour ce JT et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va. Toujours très heureux de vous retrouver, n'est-ce pas? Oui, plaisir. Super. Tu voles mes expressions. En fait, tu m'aimes bien. Écoutez, deux faits retiennent mon attention. Une fois n'est pas coutume. On a écouté le JT avec Isabelle Vauvor. 2 faits retiennent mon attention. Il s'agit du jeune homme à la pancarte, Yapo Yves Yannick, c'est son nom, qui écope de 6 mois de prison pour cette pancarte sur laquelle il a écrit un garçon qui fait 10 coups, c'est moi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? 6 mois d'emprisonnement, dont 3 fermes. Je trouve que c'est trop sévère pour 3 fermes. Il a justifié, il avait dit que c'était pour vendre les médicaments, les kaolins de sa grand-mère. Bon, après ça, on le met en prison, le milieu carcéral assez difficile en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il devient quand il sort? Alors pour moi, justice a été faite, donc il faut déjà saluer la justice qui a été faite. Mais en plus, ça nous pose en fait la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui la loi est adaptée en fait à ces différentes infractions qu'il y a. Il y a lieu en fait peut-être de toiletter la loi pour avoir, par exemple, des travaux d'intérêt général pour pouvoir soulager, en fait, ces infractions qu'on pourrait qualifier peut-être de mineures. C'est ton avis, c'est pas du tout mon avis. Moi, je trouve en fait que la condamnation est démesurée. Il y a des chansons, en Côte d'Ivoire, on entend des chansons avec des termes très grivois, des chansons très sexualisées. Et là, juste un jeune homme qui bronze une pancarte dans la rue, 10 coups, c'est moi, il écope de 3 mois de prison. Alors que ferme, bon, il a écopé de 3 mois de prison avec sursis. N'empêche, il va faire 3 mois ferme, alors qu'à la Maca, il y a des gens, il y a des criminels avertis. Moi, je vois pas en quoi est-ce que ce jeune-là devrait être mis derrière les barreaux. Pour moi, c'est consternant, c'est affligeant, je ne comprends pas. Et puis, en fait, il a dit 10 coups. Ça aurait pu être 10 coups de baseball, 10 coups de volleyball, 10 coups de... Je sais pas très expressif. On sait ce qu'il voulait dire. Et alors, mais c'est vous qui réfléchissez à sa place, arrêtez aussi. Non, mais il faut être... Enlève les organes. Il revient parmi nous. C'est quelqu'un qui va en prison. Non, enlève les organes quand même. Il ne va pas à Doraville. Mais vas-y, donne ton avis. En fait, l'idée est toute simple. La loi, c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex. C'est pour nous tous. Donc, souvent, on se plaint que la justice ne fait pas son travail. Si pour une fois, elle fait son travail, vraiment, ça peut. Je sais que c'est peut-être c'est un peu trop dur pour toi. C'est pas le mais bon d'abord, départ. c'est la On loi. va se dire que c'est pas le bon départ quand même. Je pense aussi que ce cas-là a été traité parce que ça a aussi fait le buzz médiatique. Je pense que s'il n'y avait pas eu de buzz médiatique avec les réseaux sociaux, etc., peut-être qu'on n'aurait même pas eu cette condamnation. La justice n'aurait peut-être même pas décidé de le poursuivre en atteinte à la pudeur. Parce que atteinte à la pudeur, je rejoins Kevin. Est-ce qu'il y a eu trouble à l'ordre public? Oui. Est-ce qu'il y a eu attentat à la pudeur? Oui. Est-ce que la loi condamne? Oui. De quelle façon la loi devrait condamner? Je pense que ce sujet, on va réfléchir à le ramener sur le plateau. Dans les prochaines émissions, pourquoi ne pas en parler? Ce garçon va faire 3 mois de prison ferme. Je trouve personnellement que c'est trop sévère. Il aurait pu tenir une pancarte sur laquelle il est écrit « Respecter le code de la route » et se mettre à un carrefour. Comme tu aimes les pancartes, il faut t'arrêter ici. Ça va parler, c'est un message qui passe aussi. C'est pas forcément le mettre en prison pendant 3 mois quand il en ressort. Et justement, le deuxième cas sur lequel je suis indigné, c'est non-assistance à personne en danger. Ce jeune homme-là qui sort de prison, qui fait 6 mois de prison, pour vol aggravé, qui sort de prison, il est malade en prison, on le sort de prison,
on le confie à une ONG qui trouve qu'elle n'a pas pour prérogative de soigner les malades sortant de prison, ok, et tout de suite, on l'abandonne sous un préau livré à lui-même. Et le lendemain, il meurt. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis choquée. Je suis totalement choquée parce que je me dis que ça veut dire qu'il n'a peut-être pas reçu les soins, peut-être pas reçu les soins qu'il avait besoin en prison. Et même à sa sortie, pourquoi on ne l'a pas tout simplement conduit à l'hôpital? La question, elle est là, pourquoi on ne l'a pas tout simplement conduit à l'hôpital? Dans un CHU, et en fait, on a tous droit à une seconde chance. Il a purgé sa peine, il a été condamné, il a fait ses 6 mois de prison et le lendemain, il meurt. C'est-à-dire, en fait, il n'a même pas bénéficié d'une seconde chance dans la vie et ça pose véritablement le problème de la réinsertion véritable des prisonniers, en fait. Parce qu'un prisonnier, ce n'est pas quelqu'un qui doit souffrir jusqu'à ce qu'il donne son dernier souffle. Donc, ça aussi, c'est sidérant. En tout cas, sur ce point-là, sachez-le, on est d'accord avec vous. Franchement, ça pose un véritable problème dans notre système carcéral et dans notre système de santé. Et je pense que ça doit être l'affaire de nous tous. Personne ne devrait mourir dans ces conditions-là, surtout seul, lors du dernier moment. Pendant ce temps, on escorte certains pour aller faire des retraits bancaires. Bon, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Nos amis, les titrologues, commentent la revue de presse. On y va tout de suite dans Micro Kiosque. À venir à donner un titre là vraiment qui ne me... Voilà, en tout cas qui n'est pas convenable. Voilà, le titre qu'on affichait n'est pas trop convenable. Voilà. Donc dire que des jeunes exigent la libération des 49 militaires maliens et ivoiriens arrêtés au Mali, voilà, ce n'est pas la bonne formule en tout cas qui devait être utilisée. Voilà, ils doivent utiliser plutôt, on doit utiliser un langage de courtoisie, voilà, par rapport à la junte malienne. Le journal Go Magazine, où on voit, après tout ce que le Daïchikan a fait pour sa femme, Kamel Sama, et son frère, soi-disant Sidiki Diabaté, on constate que lors de ce monsieur sort avec sa femme. Bon, ce qui m'intrigue un peu, car moi je suis très fan de Daïchikan, car c'est mon artiste, c'est mon idole d'ailleurs, mais ce que son ami Sidiki Diabaté fait à sa femme, sérieusement dit, ça ne se fait pas. Même si on n'a pas des fruits palpables, mais avec tout ce qu'on voit, tout ce qui frappe à l'œil, on sent que non, ils sont ensemble. Concernant ce qui est écrit dans le journal Le Jour actuellement, moi je crois que ça ne doit pas être un prétendant de fête indépendante seulement. Ça doit être définitif parce qu'aujourd'hui, si on a un combat, c'est la Côte d'Ivoire qui compte. Ce n'est pas seulement les individus. Les trois là, vont partir demain. Et ce qui nous reste, si ce n'est pas bonne chose, on va se retrouver, tout va aller en ruine. Et moi je crois que chaque Ivoirien doit comprendre qu'on n'est pas là pour un parti politique, on est là pour la Côte d'Ivoire. Et si Côte d'Ivoire est garde, c'est nous tous on se garde. J'ai lu ce matin les journaux et celui qui m'a le plus marqué, sur lequel je voudrais me prononcer, c'est l'avenir concernant par exemple les 49 soldats ivoiriens qui ont été épinglés dans une sorte disant affaire au Mali. Pour dire qu'il y a des jeunes qui, en tout cas, qui voudraient se mobiliser pour la libération automatique des soldats qui ont été épinglés. Bon, la question c'est de savoir de quels jeunes il s'agit exactement. Est-ce que ce sont des Ivoiriens? Voilà, parce qu'il peut s'agir de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas forcément des Ivoiriens, je me dis. Par exemple, on peut se poser la question. Donc, du coup, si c'est les Ivoiriens, les civils, et sur quel motif, voilà, ils voudraient se lever. Est-ce que c'est une marche d'ailleurs? C'est une marche pour dire que nous voulons, en tant que peuple ivoirien, nous voulons qu'on libère, par exemple, nos frères ivoiriens qui ont été épinglés dans cette affaire. Chacun y va de son commentaire dans le micro-kiosque. Il y a certainement des titres qui ont retenu votre attention. Moi, c'est le chinois, fan de DJ Arafat avec Carmen Sama, la supposée relation entre elle et puis Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, on a même reçu la maman de feu DJ Arafat, Tina Glamour. Ici, Lady Glam. Lady Glam, c'est son nom. Sur l'une de nos émissions, l'un de nos plateaux. Allô Caviar, c'est cela. Allô Caviar. Oui. C'est pour poser question. C'est pour poser question. Beaucoup ont trouvé, les gens ont trouvé. Oui, c'est à 21h, restez avec nous. Ouais. Beaucoup ont trouvé qu'elle était ivre et elle a rectifié après pour dire qu'elle avait pris juste quelques comprimés pour se relaxer.
C'est ça qu'elle a dit. Hein. Donc le comprimé doit être assez fort. Elle a des douleurs, non, en fait, elle a elle a quelques dit douleurs. en substance qu'elle a mal au nerf, qu'elle a un problème de nerf et justement le comprimé l'aidait à avoir moins mal au nerf. Voilà. D'accord. Le comprimé, je dis, il doit être assez fort. Pourquoi tu as dit Isabelle? Frère. Mais quelqu'un est malade qui dit... Nous tous, on a vu. Nous tous, on prend un comprimé. Bon, écoutez-moi ça là. Nous tous, on prend un comprimé. D'accord, très bien. Elle va vous récupérer un à un. Je ne suis pas dans ce béret. Voilà. Dans un instant, on va y aller pour Ça fait l'actu. La ministre Nasseneba Touré a lancé ce vendredi 29 juillet 2022 l'opération Zéro enfant en situation de rue au centre éducatif zone 4C, donc à Marcory d'Abidjan Sud. Selon le PPEAV, entendez par là programme pour la protection des enfants et adolescents vulnérables. Environ 11 124 enfants en situation de rue ont été identifiés donc, dans la période 2020-2021 dans le district d'Abidjan, dans 10 régions de la Côte d'Ivoire. C'est donc cette question qui fait l'actu sur notre plateau. Ça fait l'actu, c'est tout de suite. La première question, moi, qui retient mon attention ici, c'est l'appellation. Les enfants en situation de rue. Au début, on disait les enfants de la rue. On a estimé que la rue ne fait pas des enfants, elle n'en font peut-être pas. Après, on a dit les enfants dans la rue. Maintenant, c'est les enfants en situation de rue. Quel est votre commentaire à ce propos? Oui, bon, les enfants de la rue, c'est comme ça qu'on les appelle communément. Mais effectivement, la rue ne fait pas d'enfants. Et généralement, quand on dit les enfants de la rue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de parents. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont dans la rue. Mais quand on parle d'enfants en situation de rue, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons qui font que ces enfants-là se retrouvent aujourd'hui dans les rues. Donc, ça peut être plusieurs causes. Précarité, ils ont été chassés par leurs parents, ils sont partis d'eux-mêmes de la maison parce qu'ils ne se sentent pas forcément bien chez eux, etc. Voilà, il y a beaucoup de raisons, en fait. Donc, pour moi, je pense que le terme utilisé aujourd'hui est adéquat, les enfants en situation de rue. D'accord. Moi, je trouve que c'est de la sémantique. Exactement. C'est réellement de la sémantique. Au final, les enfants de la rue, à la rue, dans la rue, c'est le même problème. Ils sont dans la rue. On s'entend non sous le problème, plutôt que la les enfants ont confié avec la loi. On avait parlé de microbes, etc. Donc l'appellation est très importante. En fait, si vous permettez, il faut vous écouter, attention. En fait, vous écouter parler. C'est vrai que tu parles c'est de la sémantique, mais il faut définir les choses. C'est très important de les définir parce qu'après, pour l'État, quand ils doivent chiffrer et prendre en charge ces enfants-là, il ne faut pas mettre tous les enfants dans la même case. Et c'est pour cette raison que, justement, c'est catégorisé. Quand on dit les enfants en situation de rue, c'est très catégorisé. Et il y a 3 grandes catégories. On définit la première catégorie, en fait, c'est les enfants, par exemple, qui travaillent dans la rue. Par exemple, les parents les envoient pour aller vendre de l'eau glacée, du citron. Ceux-là, c'est les enfants dans la rue. Par exemple, pour les enfants, par exemple, qui ont eu à voler de l'argent ou bien comment on appelle ça, qui ont perdu de l'argent, le papa est fâché, la maman est fâchée, on a voulu le frapper, il a fui, il a fugué. Ces enfants-là sont les enfants à la rue. Et maintenant, il y a les enfants qui eux-mêmes ont élu domicile dans la rue depuis des années, qui sont... En fait, la rue est leur ensemble de définitions. C'est les enfants-là qu'on appelle les enfants de la rue. Donc c'est très important pour l'État, mais pour vous de sémantiser. Il faut sémantiser. Les voir. Non, mais Daouda, on n'est pas... D'accord, on a bien compris qu'il fallait sémantiser, qu'il fallait catégoriser, mais on est regardé non pas par l'État, peut-être que l'État nous regarde et on les salue, mais on est regardé surtout par le citoyen lambda. Donc, il ne faudrait pas non plus justement compliquer les choses. Pour l'inconscient collectif, un enfant qui est en situation de rue, dans la rue, à la rue, vers la rue, c'est un enfant de la rue. Il faut régler le problème. Faudrait pas non plus. D'accord, on ne va pas s'éterniser. Excusez-moi, on ne va pas s'éterniser sur l'appellation. De toute façon, le problème il est réel. Daouda, je reprends la parole. Merci. On ne va pas s'éterniser sur l'appellation. J'ai juste attiré votre attention dessus. Je n'ai pas compris que ça devenait donc un sujet de débat. Vous avez bien fait quand même. Comment ces enfants se sont-ils retrouvés dans la rue? Non, en fait, pour parler même de comment ils se sont retrouvés dans la rue, tu comprends pourquoi est-ce qu'il faut sémantiser. Parce que là, dès l'instant où ils posent la question, comment se sont-ils retrouvés dans la rue, la sémantique fait déjà même qu'on développe pour dire, dans un premier cas, il y a des enfants qui, papa est mort parce que souvent, c'est la guerre, c'est la pauvreté, c'est la situation socio-économique et politique de notre vie même quotidienne qui fait que les enfants se retrouvent dans la rue. Les enfants se retrouvent dans la rue parce qu'ils ont été frappés ou bien ils ne veulent pas se faire frapper. Ils fuient, ils fuguent tout simplement. Ou bien il y a des parents qui vont chercher des petites nièces au village. Non, je vais te mettre à l'école, viens. Je vais te mettre à l'école, l'enfant vient.
Au lieu de mettre l'enfant à l'école, on ne le met pas à l'école, on lui pose une assiette d'orange sur la tête pour aller vendre. Et finalement, la fille se retrouve à faire d'autres choses. Donc, tu es d'accord avec moi que la sémantique est normale? Je te rejoins, mais moi, quand je t'entends, j'entends surtout la question de la pauvreté des populations. Bien Avec sûr. un SMIC à 60 000 francs, il faut qu'on se pose la question à savoir si réellement, qu'est-ce qu'on fait pour ça, la pauvreté. C'est parce que pour moi, c'est l'ensemble, c'est la pauvreté qui cause tout le problème parce qu'on n'a pas de filet social. Donc aujourd'hui, l'enfant qui est battu, par exemple, par ses parents ou qui n'est pas dans un environnement familial adéquat, n'a pas d'endroit où se tourner, n'a pas de filet social. Pour prendre un exemple. Il n'y a pas que la pauvreté, parce qu'il y a dans certaines familles recomposées, par exemple, l'enfant peut ne pas se sentir à l'aise à la maison. Donc à ce moment-là, il peut tout simplement décider de partir. Donc ce n'est plus, ça ne revient pas en fait la cause de précarité ou de manque de financement, etc., etc. Mais ça revient tout simplement à l'éducation, à l'environnement dans lequel l'enfant lui-même évolue, qui n'est pas forcément adéquat pour lui. Et là, je rebondis pour parler encore de filet social. Non, mais en fait, le phénomène des enfants de rue, en fait, ça a des multiples facettes, en fait. Très bien. Voilà, multiples facettes. Comme on est d'accord sur l'économie, il y a la société même. Tu comprends un peu? Et donc, quand on parle de tout ce principe-là, il ne faut pas tout mettre sur ce que tu dis. Il ne faut pas tout mettre dessus parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte qu'il faut aussi prendre en compte. Comme l'enfant lui-même. Il y a l'enfant lui-même qui décide de partir juste parce qu'il trouve l'éducation. Je ne vois pas du tout la contradiction entre ce qu'elle a dit. Je pense que tu viens plutôt confirmer. C'est une continuité. Oui, moi, j'étais en train de dire que l'enfant lui-même qui décide de partir parce qu'il juge l'éducation inoculée par ses parents trop sévère et qu'il a soif de liberté. Donc, il prend ses clics et ses claques, il prend le large, tu vois. Souvent, les parents sont très responsables et l'irresponsabilité même provient de l'enfant. Et la question de ces enfants qu'on retrouve à des feux tricolores, qui m'ont dit auprès de leurs parents, c'est des enfants qui ne sont pas de Côte d'Ivoire, mais qui sont venus pour pratiquer la mendicité. Est-ce que ces enfants-là, ce système les prend en compte? Bon, il faut dire clairement les choses. Même ces enfants qui sont souvent imbriqués dans les histoires de trafic d'enfants et de traite de personnes, je pense que le ministère de Mme Nassineba Touré prend tout le monde en compte. En fait. Il n'y a pas de discrimination. Dès l'instant même que déjà on parle d'enfants. D'accord. Voilà, comment leurs cas sont traités alors, une fois quand on les a récupérés? Déjà, quand ils sont récupérés, le programme dont tu avais dit le nom, le programme de protection voilà, des enfants et adolescents vulnérables, généralement, il y a plusieurs personnes, ceux par exemple qui sont très mineurs en fait, qui sont mineurs, et on les envoie, qui n'ont pas de famille, on les envoie dans les orphelinats pour qu'ils soient pris en charge là-bas. Mais par contre, il y a des enfants qui ont tellement duré dans la rue qu'ils font des addictions aux drogues dures. Voilà, donc du coup, ces personnes-là sont en partenariat avec la Croix-Bleue. Puisque le ministère et la Croix-Bleue sont en partenariat, pour que la Croix-Bleue puisse aider ces enfants-là à se sévrer de la drogue. Maintenant, ceux qui ont généralement entre 16 et 17 ans, généralement leur prise en charge, c'est le temps qu'ils aient 18 ans rapidement, c'est compliqué, il n'est plus mineur. Donc, le ministère de la Femme et de l'Enfant ne peut plus les prendre en charge vraiment. Mais malgré tout, ils les prennent en charge en les confiant à d'autres ONG pour les former en fait à des métiers comme la menuiserie, l'agriculture, l'aquaculture. Il faut dire, il est important de le préciser que leur formation, qui sont faites souvent dans les établissements privés, est prise en charge par le ministère. D'accord. On va développer tout ceci dans les solutions. Parlant de ces enfants venant d'ailleurs, je pense que si le système les prend en compte, c'est très certainement en relation avec leurs ambassades, pour les ramener à leurs parents ou carrément les ramener dans leur pays. Il faut penser à eux parce qu'ils font partie des enfants donc, en situation de la rue, s'il faut le dire comme ça. Alors, quels sont les impacts sur la société ? Cette situation. Les impacts, il y en a plusieurs. Un enfant de la rue ne devient pas un cadre averti. La plupart du temps, il devient justement un délinquant forcené. Il devient ce qu'on appelle communément de façon triviale un braqueur. Je ne suis pas en train de dire qu'ils le deviennent tous. Il y en a qui sont dans la rue et qui s'en sortent très bien dans la vie. Et qui justement prennent cette expertise-là pour sensibiliser les autres qui sont encore dans la rue. Très bien. Voilà, donc les impacts... Mélissa ? Comme il a dit, on n'a pas envie de stigmatiser. Moi, je pense que ça dépend. Tu ne deviens pas forcément délinquant. Moi, je tiens à le préciser. Oui, ils sont exposés. Donc, il y a toutes les questions de drogue, comme Daouda a parlé. Il y a la question de la prostitution, trafic sexuel, auquel ils peuvent être exposés. Il y a des désavantages parce qu'ils ont une scolarité décousue ou quelquefois pas de scolarité. Donc, c'est plus difficile, effectivement, une fois adulte, de s'insérer dans la vie active. Du moins, avec des salaires compétitifs ou d'avoir une activité fructueuse. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, il y a des personnes qui s'en sortent. La question maintenant, c'est comment on les accompagne.
Au-delà même de se poser cette question-là, c'est de savoir aussi, est-ce que les enfants de la rue, c'est une fatalité aujourd'hui? Avec toutes les solutions d'accompagnement que l'État met en place, et notamment, j'ai envie de parler de la gratuité de l'école. Aujourd'hui, de 6 à 16 ans, il y a un encadrement, un système éducatif en fait, qui est dédié en fait, à ces jeunes personnes-là. Très bien. Donc voilà. L'État y travaille, mais bon, ça demeure une fatalité. Oui, mais c'est le travail en fait de tous, c'est la contribution de tous, à la fois des ONG, la société civile, le secteur privé, le secteur public. Donc c'est tout le monde en fait qui doit mettre sa contribution pour arriver en fait à avoir 0 enfant en situation de rue. Moi, je pense que le problème il est plus complexe que ça. On parle quand même d'une population, environ 70% de la population en Côte d'Ivoire a moins de 35 ans. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger le problème. Je pense que le problème il est plus gros que par exemple comme on le voit en Occident où ils ont une population à l'inverse qui est vieillissante, donc avec moins de jeunes. Et c'est pour ça, en fait, qu'à travers les différentes dénominations, on a pu comptabiliser aujourd'hui en Côte d'Ivoire à peu près 11 000 personnes, 11 000 enfants en situation de rue. Donc, du coup, ça nous permet de pouvoir... Exactement, ça nous permet, en fait, de pouvoir avoir un large spectre, en fait, d'action, de champ d'action pour pouvoir contenir, en fait, ce phénomène-là. Très bien. Finissent-ils toujours mal, ces enfants ? Non, moi je voulais dire... C'est pour ça que ce n'est pas une fatalité. Oui, ce n'est pas une fatalité. Et surtout, il y a vraiment une générosité et une solidarité entre eux. Moi qui suis justement un noctambule averti, je peux vous dire que j'en croise très souvent. Et ils sont très souvent en troupe. Ils sont vraiment en troupe. Et alors qu'ils flirtent constamment avec la dangerosité, ils ont une scolarité tronquée, on l'a dit, ils ne partent pas à l'école. Mais en fait, c'est une armada. Ils sont comme une équipe. C'est comme des soldats, il n'y a pas un capitaine, il n'y a pas justement un demi-soldat, ils sont tous ensemble, ils se soutiennent. Moi, je me souviens qu'une fois, je sortais de ma voiture et j'ai fait tomber justement 20 000 francs sans savoir. Et il y a un enfant en situation de rue qui a ramassé l'argent et qui est venu me donner, je lui ai remis 10 000 pour lui dire merci. Merci, grand frère. Et il a couru justement, il a couru vers toute son équipe et ils étaient tous contents, ils sont tous venus me dire merci et j'ai compris en fait qu'ils allaient partager, consommer l'argent ensemble quoi. Donc en fait, ils ont compris qu'ils sont dans une situation assez dantesque, donc il faudrait vraiment qu'ils se soutiennent et qu'ils s'entretiennent ensemble. D'accord, c'est une bonne action que mène la ministre, hein, donc 0 enfant dans la rue. Voilà, c'est très efficace, mais bon, on se dit, ça fait longtemps quand même que cette situation perdure. Est-ce qu'il y a eu d'autres actions qui ont été menées précédemment, dans les années antérieures? Je pense que dans les années antérieures, il y a eu des situations qui ont été menées, mais sur le plateau ici, actuellement, dit que je peux en parler, ce serait faire... dire un mensonge. Et pour ne pas dire le mensonge, il préfère m'attarder sur ce que je vois devant moi. Voilà. Moi, je veux qu'on félicite, mais on parle de 200 enfants. Très bien. Isabelle en a parlé de 11 000. 11 000. Donc, 200 sur 11, on est encore loin du compte. 11 000, ouais. Non, mais c'est pas ce qu'elle a dit. La campagne, en fait, il y a plus de 11 000 enfants en situation de rue. Seulement, à ce stade, il y a 200 enfants qui ont été sortis de cette situation. Très bien. Donc, voilà, donc la campagne a commencé, elle est en cours, elle se poursuit. D'accord. La première phase, en fait, vise 10 régions de la Côte d'Ivoire. Donc ça va se faire. En commençant par Abidjan. Exactement. Donc ça, c'est une initiative de l'État. Mais après aussi, il faudrait que tout le monde puisse avoir sa contribution. D'où la responsabilité des parents. Avant d'en arriver à l'État, j'allais vous poser cette question. Comment pouvez-vous situer la responsabilité des familles, des parents ? Alors, pour en venir en fait aux parents, les parents ont une très très grande responsabilité dans le fait que ces enfants soient en situation de rue. D'accord. Et j'en veux pour preuve. Il y a certains parents qui mutilent sciemment leurs enfants pour qu'ils puissent faire pitié en fait quand ils vont mendier dans la rue. Oh. Oui. On peut te couper le bras, on peut te crever un œil juste parce que ils veulent... Tout ça, c'est su. Tout ça, c'est su. Effectivement, tout ça, c'est su. Quelles sont les actions après contre ces parents? Ou on laisse faire? Alors, là, honnêtement, je ne peux pas. Bon, tout à l'heure, je pense que vous disiez tout à l'heure, dès l'entame, que la sanction était très dure pour les 3 mois. Justement, si personne ne porte plainte, quand on ne met personne en prison, donc vous comprenez? Mais tu compares l'incomparable, tu ne peux pas comparer un jeune avec une pancarte. Justement, effectivement, tu compares l'incomparable. Mais laisse-le dire. Tu ne peux pas mettre en porte-à-faux un jeune qui brandit une pancarte, qui dit « je fais 10 coups » avec un parent qui mutile sciemment son enfant pour quémander. C'est pas pareil, Daouda, tu ne peux pas faire ça. Non, mais justement, est-ce que quelqu'un a porté plainte? Vous attendez, tu attends que quelqu'un porte plainte? Mais bien sûr. Non, mais non. Mais parce que pour qu'il y ait... Personne ne portera plainte. Non, mais pour qu'il y ait accusé, il faut qu'il y ait un plaignant. Non.
Pour les enfants, on n'attend pas qu'il y ait un plaignant pour les enfants. Un enfant mutilé, tout de suite, l'État s'en saisit. Qui sont tes parents? Qui a fait ça? C'est ton père? C'est ta mère? Conduis-nous chez toi. Moi, je suis mutilé. Qui va porter plainte? Je suis mutilé, mais ce n'est pas mes parents qui ont fait ça, c'est un accident. Donc on peut considérer que c'est un accident. Mais on pose la question, il faut poser la question, c'est de ça qu'on parle, Daouda. Daouda, c'est pas la même chose. Daouda, c'est pas la même chose. Je l'ai eu enfant. Oui, mais c'est pas la même chose. Daouda, c'est pas la même chose. Je tiens quand même à dire qu'il y a de bons parents. Toi-même, tu l'as mentionné. Quelquefois, il y a des parents, ou toi aussi, il y a des parents qui font très bien leur travail d'éducateur, qui encadrent leurs enfants, mais qui sont... L'enfant est dans un environnement où l'enfant refuse l'éducation que les parents donnent. Sous prétexte que l'éducation est trop sévère. Vous savez qu'il y a des parents qui passent toute leur vie à chercher leurs enfants dans les rues à chaque fois. Mais hormis même l'éducation trop sévère, aujourd'hui, quelquefois, je pense qu'il y a certains parents qui n'ont pas le temps. Si papa et maman doivent aller travailler aujourd'hui, qui n'ont pas suffisamment de revenus, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une nounou, l'enfant est laissé à qui? À lui-même. Ben voilà, quelquefois c'est le système aussi. L'enfant est éduqué par la rue. Il a l'éducation de la rue. C'est pour cette raison que... Non pas la rue, mais la société. Je pense la que... société. La société avec les musiques. Je pense que les réseaux sociaux. C'est l'affaire de tous, en fait. Au-delà des parents, moi, je veux dire, la situation des enfants aujourd'hui. Mais malheureusement, en fait, je pense que c'est notre société qui est en décadence, en fait. On est en perte de valeur morale. C'est ce qui fait que, généralement, on est confronté à ce genre de situation. Parce que, je te le dis, Kevin, avant... Moi, je prends l'exemple, je me fais chicoter sérieusement par mon instituteur. Je viens me plaindre dans la maison. Ma mère m'attrape par la main, elle me ramène à l'école et elle me chicote devant l'instituteur. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas parler à l'enfant de quelqu'un. Dès l'instant que tu parles à l'enfant de quelqu'un, est-ce que l'éducation, attention, est-ce que l'éducation à la chicote est celle conseillée? Non, il faut dire. Quand je parle de la chicote, ce n'est pas le même temps. Mais je veux dire, on peut parler à l'enfant de quelqu'un. Il faut que je puisse parler à l'enfant de Kevin. Mais oui, on peut parler. On n'a pas dit ça. Pose la question, tu vois un enfant dans la rue, mais où sont tes parents? Pourquoi tu es là? Il est 22h, qu'est-ce que tu fais encore dehors? Il y a peu de personnes qui prennent le temps. Très bien. Aujourd'hui même de poser la question. La sensibilisation peut se faire à ce niveau. Parce qu'il y a la peur de dire je vais parler à l'enfant de quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a la peur ou il y a juste aussi l'indifférence aussi. Je pense qu'il y a de l'indifférence. C'est pas de la peur, c'est de l'indifférence. Donc du coup, il y a tous ces facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et c'est pour cette raison que dans la lutte pour sortir les enfants en situation de rue, sincèrement, il faut que chacun mette sa main à la pâte pour trouver une bonne solution. Et l'État a commencé déjà, donc ces actions que mène l'État, avec ces 200 enfants et bien d'autres que l'État va récupérer. Quel est le programme de réinsertion? Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement de ces enfants? Bon, ce qu'ils vont faire de ces enfants, je pense que c'est à plusieurs niveaux en fait. Très bien. C'est à plusieurs niveaux dans un premier temps. Déjà, ils ont sorti 200 enfants. Pour te rassurer, c'est... C'est le début. C'est le début. Non, c'est le début. Macoury. Non, c'est le... On laisse d'abord saluer. Macoury, je pense que ce que... Voilà. On parle tous ensemble. Voilà. Attention. L'idée, c'est que la ministre Nancéné Ba, quand elle a sorti les 200 enfants dans la rue, pratiquement aux environs de 3h, 4h du matin, déjà les enfants qui sont sortis, comme je le disais avant, les mineurs qui n'ont pas de famille vont dans les orphelinats. Ceux qui ont de la famille, souvent, ils ont un programme qu'on appelle Strong Family. D'accord. Ils vont aider, ils vont prendre l'enfant en charge pour qu'il puisse aller à l'école, mais aussi aider financièrement la famille pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Parce que généralement, c'est la pauvreté, comme elle a dit, qui fait que les enfants sortent du système. Maintenant, les enfants qui ont vraiment duré dans la rue, qui ont des addictions, oh, ça va sortir. À la drogue dure. Voilà. J'ai failli dire psychotrope. Voilà, c'est sorti. Ces enfants-là, en fait, sont aidés par la Croix-Bleue. Très bien. Qui, eux, vont pouvoir se sévrer. Quand ils sont sévrés, on les envoie dans des centres pour être formés à des métiers et autres pour ceux qui sont pratiquement en âge de la majorité. Et je pense bien que selon ce que la directrice du programme dont tu parlais tout à l'heure, selon ce qu'elle m'a dit qu'en fait, ils sont aussi en partenariat avec le ministère de l'Emploi jeune et ils ont aujourd'hui inséré des jeunes, certains parmi les 200, 6 sont déjà en entreprise. Faut le dire. C'est bien, mais pour le reste, c'est salutaire. Pour le reste, pourquoi ne pas mettre en place ce qu'on appelle des centres d'hébergement? En France, on appelle ça des foyers pour jeunes qui sont pilotés par des éducateurs spécialisés qui se substituent aux parents. Moi, je pense que si on fait ça ici, ça pourrait être très bien. Parce que comme tu le disais tantôt, tout à l'heure, Daouda, tu as dit en fait que finalement, il y a des enfants qui retournent dans leurs familles respectives et les familles sont subventionnées par l'État. Mais imaginons que la famille soit de mauvaise foi
de façon pérenne, de mauvaise foi constamment. Est-ce que ce ne serait pas mieux pour ces enfants-là de se retrouver dans des centres spécialisés pour justement... des formations aussi. Exactement, pour être réinsérés plus tard que Kevin, de rester dans des familles irresponsables. Non, je veux dire, il ne faut pas préjuger de la bonne ou mauvaise foi des gens. Non, non. On traite un sujet je suis d'accord avec lui. Je sais, ce que je veux dire, oui, vas-y, si tu permets, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas préjuger. Je sais que tu connais le cercle familial en Afrique, en fait. Personne ne laisse son enfant à la rue, en fait. Personne ne veut laisser son enfant à la rue. Et je pense qu'on en a discuté avec Mélissa et nous tous ici. Tout le monde aime son enfant. Toi-même, tantôt, tu disais que les gens courent pour chercher leurs enfants dans la rue à tout moment. Mélissa va rebondir, elle va réagir sur ce que tu dis. Que tous les parents aiment leurs enfants et qu'il y a certains parents qui ne mettent pas leurs enfants volontairement à la rue. Mais ce n'est pas le cas. Je suis sûre que si on va prendre des témoignages de ces jeunes-là, il y a certains qui sont mis à la rue par leurs parents. Oui, oui. Donc, je pense qu'on refuse de s'admettre que c'est possible, mais ça l'est. Et donc, une solution... Il y a des gens qui mettent leurs enfants en plein hiver dans la rue. Bon, ici, il n'y a pas d'hiver. Non, c'est un exemple. Je parle de la Côte d'Ivoire. Je pense que ça pourrait être une partie de la solution parce que se fermer les yeux sur une possible raison pourquoi ces enfants sont à la rue, c'est pas solutionner le problème. Ouais, donc, je pense que implémenter l'idée L'idée, elle est très bonne dans le fond comme dans la forme. Merci, c'est gentil. Mais je veux dire que même quand une idée, elle est bien ailleurs, souvent, il faut l'adapter aussi à nos réalités. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller faire une pâle copie pour le coller ici, en fait. Moi, le problème que j'ai quand moi je regarde ces différentes initiatives, c'est que je trouve que c'est des initiatives qui sont isolées. Donc, on fractionne un problème alors que les problèmes sont interreliés. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, on parle de réinsertion des jeunes, on va leur apprendre un métier. OK, tu apprends la menuiserie. Aujourd'hui, il va travailler où ce menuisier? La plupart des menuisiers que nous, en tout cas que moi je connais, où j'achète mes meubles, sont au bord de la rue dans des installations plus ou moins précaires. Donc, si jamais il réussit, disons même que l'agence Jeunes lui donne un financement et il réussit à s'installer, et qu'aujourd'hui, il est menacé de déguerpissement parce qu'on refuse de voir la précarité ou la pauvreté dans notre pays, bon, qu'est-ce qu'il fait? Elle a un regard beaucoup plus large. Oui, parce que qu'aujourd'hui, moi, ce qui me fait mal, par exemple, quand je regarde, et puis moi, j'ai même ma vendeuse dans le coin, je tiens à dire, ça me fait mal qu'on les déguerpille. Parce que cette pauvre dame qui fait du commerce, j'assume qu'il y a tout un écosystème qui dépend d'elle, des enfants qui dépendent d'elle, qui peut-être aujourd'hui, la scolarité, la rentrée arrive en octobre. Hein? Peut-être que son activité, sa petite activité qu'elle faisait là, c'est ce qu'elle allait prendre pour scolariser ses enfants. Aujourd'hui, on la déguerpit parce que c'est pas joli à voir. Bon, en fait, maintenant, je pense que tu comprends que c'est 360 on est en train de glisser sur un autre sujet encore. Oui, mais c'est important parce que moi, je trouve qu'on ne voit jamais le problème 360. Et ça, c'est ce qui me dérange. Parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Tu peux réagir maintenant. Non, je rejoins en fait l'avis de Mélissa, mais je veux juste rajouter que l'école est gratuite en Côte d'Ivoire de 6 ans à 16 ans, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi chaque année, et ça c'est pas en théorie, chaque année l'État distribue des centaines, voire des milliers en fait de fournitures scolaires pour que chaque enfant puisse bénéficier. Elle inclut quoi cette gratuité? Est-ce qu'on peut en parler rapidement, hein? C'est pas le clou du sujet. Elle inclut quoi cette gratuité? Parce que quand on dit 16 ans, on touche tout de suite le collège. Le secondaire. Tout à fait, tout à fait. Hein? Bah, c'est de 6 ans à 16 ans. Vous avez dit quoi? On paye pas l'inscription. Oui, c'est ça. On paye pas l'inscription. Non, mais je veux dire, non, parce qu'au collège, ceux qui sont en 6e, est-ce qu'on leur donne des fournitures cadeaux? Gratuitement? Non, attends. Parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Attendez, les fournitures scolaires sont gratuites le laps de temps de la scolarité. C'est-à-dire l'enfant se doit de restituer les fournitures que l'État lui donne. Il ne les garde pas de façon définitive. Et d'ailleurs, l'école publique en Côte d'Ivoire est très boiteuse. On le sait, les enfants font ce qu'on appelle l'école, ils s'alternent. S'il y en a qui arrivent le matin, d'autres viennent l'après-midi. Un enfant dans une école publique primaire ne fait pas des cours du matin au soir. Il faudrait qu'on le sache, en fait. Dans certains établissements, quand même. Dans certains établissements, voire dans certains. C'est pas général. Toi, dans tes propos, en fait. Mais si on parle de la question des enfants, tout ça, dans certains établissements, parce que, justement, l'effectif est totalement moribond. D'accord. Il est vaste ce sujet. Parce qu'un enfant en situation de rue trop longue finit par devenir un enfant en conflit avec la loi. Un autre terme. Au début, c'était microbe. On a trouvé que c'était trop grave. Hein, et maintenant, c'est un enfant en conflit avec la loi. Que faire
pour éviter cela, c'est le système éducatif, c'est sortir les enfants dans ces situations de rue. C'est ce que la ministre et son ministère mènent avec cette action, cette campagne Zéro enfant en situation de rue, que nous saluons, que nous félicitons d'ailleurs. L'État travaille pour le peuple. On espère que ça va continuer. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que ça continue jusqu'à toucher les 11 000 qu'on a cités. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités dans cette affaire pour accompagner l'État. Il ne faut pas que compter sur l'État. L'État, c'est très important. C'est une symbiose qui fait marcher le pays. Mais écoutez, merci pour vos différents avis sur cette question, ma foi. L'État, c'est tout le monde, il faut le dire. L'État, c'est tout le monde. Merci pour son baptême de feu dans cette émission. L'État, c'est nous. L'État, c'est nous, c'est tout le monde. Ok, merci, Mélissa, pour ces avis. On va marquer une pause tout de suite. Et quand on revient, ça va être le clash du jour. Restez avec nous. De retour sur le plateau du Talk des vacances. Vous faites bien de nous regarder sur le numéro 6 de la TNT et 206 des bouquets. Canal plus 19h45 minutes, vous êtes au courant, donc c'est du lundi au vendredi. On constate depuis quelques jours sur les réseaux sociaux une incitation au boycott des artistes maliens en Côte d'Ivoire suite à l'affaire des 49 soldats retenus au Mali. D'accord ou pas d'accord, c'est le sujet du clash et c'est l'équipe de droite qui se lance dans un instant. Kevin. D'accord, je commence. Écoutez, moi je suis farouchement contre le boycott des artistes maliens en Côte d'Ivoire sous prétexte que le Mali a capturé 49 soldats ivoiriens. Chose que je déplore, mais je suis contre ce boycott-là. Pourquoi? Parce que la politique ne doit en aucun cas éclabousser la culture. Voilà, des artistes, ce sont des gens qui prônent la culture et moi je suis pour eux. En plus, un artiste malien, quel qu'il soit, n'est pas le délégué ni l'envoyé de la junte militaire malienne. On est d'accord. Et puis un gouvernement, ce que vous semblez oublier, c'est qu'un gouvernement issu de la société civile ne phosphore pas de la même façon qu'un gouvernement composé essentiellement de militaires. Ce n'est pas la même façon de penser. Vous pensez vraiment, je vous pose la question à vous deux là, vous pensez vraiment, Madame Vauvor, Monsieur Sa Majesté... Mademoiselle Vauvor, elle n'est pas encore mariée. Ah, mademoiselle. Monsieur Sa Majesté, vous pensez vraiment, sincèrement, que des militaires qui ont fomenté un coup de table pour se maintenir au pouvoir, vont se dire, bon, comme les Ivoiriens pourraient notamment bloquer, boycotter nos artistes, il faudrait qu'on libère expressément les 49 soldats qu'on a capturés. De vous à moi. Il est en train de dire que ça ne va rien faire du tout. Ils en ont cure, ils s'en foutent totalement. Tu sais ce qu'on appelle le patriotisme? Oui, je sais, en l'occurrence. Tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est défendre son pays, sa nation. C'est l'amour de son pays, l'amour de la République. Voilà, c'est soutenir son pays, soutenir un État, peu importe ce qu'il se passe, envers et contre tout. Moi, je suis pour le boycott. Pour le boycott, pourquoi? Parce qu'ils détiennent en fait 49 de nos soldats. Pour quelle raison? 49 de tes frères. Pour quelle raison? Tu me poses la question? Je suis en train de parler. Ah, d'accord. On parler. Pour quelle raison? Tu es en train de faire, je ne suis même pas crédible quand il parle. Non, mais pour quelle raison? Vas-y, reprends-toi vite. Pour quelle raison? C'est coupé ou bien c'est dedans? Non, c'est dedans. Ah, ok. Pour quelle raison? Vas-y. Donc, pour quelle raison est-ce qu'ils sont détenus? C'est malgré la volonté en fait d'un État souverain que nous sommes. Il faut boycotter ces concerts. Pourquoi ils vont venir se faire de l'argent dans nos pays alors que chez nous, là-bas, on est emprisonnés? C'est pas normal, je suis désolée. On n'est pas tous emprisonnés. Et puis, comme tu parles de choses, de culture, c'est pas la culture qui soutient la politique. Quand on fait les campagnes présidentielles ou campagnes législatives, etc., ce n'est pas la culture qu'on mêle à la politique. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Donc, il faut qu'ils arrêtent en fait de se foutre de la gueule des Ivoiriens. Moi, je suis pour le boycott aujourd'hui, demain, après-demain. On va se parler. Daouda, qu'est-ce que tu as à nous dire? Dis-nous tout d'abord. Moi, en fait, j'ai écouté Kevin. Franchement, j'avoue que je suis choqué. Je suis choqué parce que sur ce débat, tu fais preuve d'une inculture mais notoire, dans la mesure où tu utilises... Moi, c'est pas moi, mais ça m'a piqué. Non, tu utilises beaucoup de grands mots, de grandiloquence, de pédantisme, oui, farouchement notamment. Mais frère, j'ai l'impression que pour toi, en fait, la culture, c'est rien. Mais moi, je vais te dire, peut-être que tu ne sors pas beaucoup. Mais étant un homme de la nuit comme toi, je sors beaucoup. J'ai assisté à beaucoup de concerts de Maliens. Dernièrement, la première tentative de Sidiki Diabaté, l'un des artistes maliens en vogue à ce moment, il était au Sénégal. Il est venu se faire le porte-voix de la junte malienne au Sénégal. À Yamoussoukro, lors de
de la fête des cacaoculteurs dont tu parlais dans ton journal, Sidiki Diabaté a été invité. Il a bloqué le micro pour passer un message de la junte malienne. Et je vais plus loin. Les États-Unis qui sont la première... C'était quoi le contenu? On n'a pas vu. C'était quoi le contenu de ce message? Il disait qu'il faut que la Côte d'Ivoire, il faut que le président Alassane Ouattara ait pitié des Maliens. Les Maliens souffrent trop. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire dans une histoire où la CEDEAO a décidé? Ce n'est pas nous, mais je ne vais pas revenir sur ça. Pour revenir sur le fait de la culture, quand on va sur la culture, les États-Unis sont la première puissance mondiale du monde. Et ils envahissent le monde avec la culture. Ils envahissent le monde avec leurs films. Ils envahissent le monde avec comment on appelle ça, leur musique. Donc, à un certain moment, il ne faut pas accepter que ces gens-là viennent véhiculer des messages politiques dans nos États pendant que nos enfants, nos frères, nos sœurs sont emprisonnés au Mali. Non, je ne l'accepte pas. Parce que les États-Unis, je termine sur ça, lors de la guerre en Irak de Bush contre l'Irak, il y a eu ce qu'on appelle le Patriot Act. L'État se bat pour nous, l'État fait tout pour nous. Merci, je m'arrête là. Bon, je n'ai jamais sous-estimé la culture. J'ai dit en fait qu'il ne faudrait pas justement mettre la culture et la politique dans le même sac. Si pour toi dire ça, que de dire ça, c'est faire preuve d'inculture, j'assume mon inculture. Soit dit en passant, tu as dit que Sidiki Diabaté est parti au Sénégal, il a justement asséné le fait que justement le président Alassane Ouattara devrait avoir pitié des Maliens. Je pense que Sidiki Diabaté faisait allusion au peuple malien et non à la junte militaire. Ça, c'est un. Et de deux, en fait, parler de boycott d'artistes qui viennent chanter, qui viennent se produire sur une scène ivoirienne, qui ont des fans ici, c'est mettre, en fait, pour moi, c'est passer la carrière des artistes indépendants sous le joug de la crise diplomatique. C'est en fait tout mélanger. Vous êtes vraiment en train... Laissez-moi parler. Mais non, je te laisse-le développer quand même. Laisse-toi aller. Il t'a laissé parler. Oui, laisse-toi aller. C'est passer la carrière des artistes maliens indépendants sous le joug d'une crise diplomatique. Ça, c'est un. Les séances studio, les tournages de clips, les promos ne sont pas financés par la junte militaire malienne. Je suis en train de parler des séances studio des artistes maliens dont tu ne veux plus qu'ils foulent le territoire ivoirien. Qui par moment enregistrent ici dans nos studios. Ils peuvent venir, mais on va boycotter leur concert. Est-ce qu'on va permettre à Mélissa... Et le fait de boycotter, en fait, c'est de faire pression. Moi, je veux juste même aborder ça d'un autre point de vue. Très bien. C'est-à-dire que pour moi, quand on regarde aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre le principe du boycott. Isabelle a parlé de patriotisme, de soutenir l'État, etc. Je ne suis pas contre. Le principe, il est bon. Mais maintenant, il faut comprendre l'enjeu avant de soulever le boycott. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on fait le boycott? Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Est-ce que le boycott est la solution dans l'enjeu? Parce que moi, quand je regarde, on est dans une crise diplomatique avec le Mali, en réalité. C'est une crise diplomatique. Le Mali, n'oublions pas qu'on était en faveur des sanctions de la CEDEAO. Donc, on a déjà des antécédents diplomatiques avec le Mali. Jean, il nous guettait un peu. Voilà, je pense. En tout cas, moi, si j'étais malien, j'allais nous guetter. Donc, ils nous guettaient un peu. Donc, on est plus dans une crise diplomatique aujourd'hui. Les 49 soldats représentent autre chose que juste est-ce que la Côte d'Ivoire avait raison, est-ce qu'elle a suivi les procédures, est-ce que c'est... Je ne rentre même pas dans les détails. Donc, aujourd'hui, est-ce que ce boycott-là d'artistes maliens, la population ivoirienne, en boycottant les artistes maliens, envoie le bon message? Parce qu'en boycottant... Attends, je termine. En boycottant, on est en train de creuser le fossé entre le Mali et la Côte d'Ivoire, qui est notre voisin. Mais pourquoi on a les 49 soldats ou on a emmené les 49 soldats? C'était une mission. La mission, c'est quoi? Lutte contre le terrorisme. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes du Mali sont aussi investis dans la lutte du terrorisme au Mali? C'est parce qu'on est exposé si jamais ce n'est pas contrôlé au Mali et qu'on s'expose à un danger. Donc aujourd'hui, quand moi je dis, OK, boycottons les artistes maliens, comment c'est perçu? Ce n'est pas forcément le bon geste diplomatique à avoir. Exactement. Donc pour toi, le bon geste serait quoi? Moi, personnellement, je ne suis pas en faveur. Je suis pour le principe du boycott, mais je suis contre ce boycott principalement parce que je ne pense pas qu'il sert en réalité les intérêts de ce pays. Les intérêts du pays dont on parle. On dit par amour, soutenir son pays. Je ne pense pas qu'on soutient son pays en boycottant les artistes maliens. Et qu'adviendra-t-il des artistes ivoiriens qui doivent se produire aussi au Mali? Parce que l'échange, il est fait à ce niveau. Si vous permettez, c'est pas un monologue. Un boycott n'a jamais été unilatéral. Il sera toujours bilatéral. Ça ne va jamais se faire dans de réagir.
Voilà. Kevin, on va lui permettre de réagir. Il Je est vous tout remercie bouillonnant là. beaucoup, je vous remercie. Merci vraiment. de nous remercier. Je vous remercie pour ce laïus. Nous te remercions de nous remercier. Vas-y, Daouda. Cette plaidoirie pour le Daouda, Mali. faut parler Mais maintenant. tenez-vous bien. C'est pas pour le Mali que je plaide. Non, si je tu permets, plaide pour tu la Côte permets. d'Ivoire et pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Ah non, non, non. Elle a bien fait de Soyons faire ce clairs. rectificatif en fait. Je suis Voilà. d'accord avec elle. Mélissa, je peux y aller? Vas-y, tu Oui, peux y bien aller. sûr, tu as Merci la parole. beaucoup. En fait, tenez-vous bien, nous sommes dans une situation de crise diplomatique en deux États. Ne vous leurrez pas. Entre deux États, pas en deux. Oui, entre en deux États. C'est ce Très que bien. j'ai dit. C'est ce que j'ai bien J'ai dit. entendu Soit en deux États. Ah ben il faut... Hein? Ça se nettoie souvent. Hey. Donc, Mais Tu vas ça, aller au tu dis point pas tout de toi suite. aujourd'hui. Tu vas aller au point tout de suite. Tu vas aller au sortir. point tout de suite. mais on peut revenir à Vous voyez Mélissa. comment Daouda est, non? Voilà. Vous voyez Oui. comment ils sont. Ne sois pas fâché. C'est pas possible. Tout ça, c'est parce qu'il était dit. Voilà. C'est que Pour te pensais- dire que ne vous leurrez pas en sois fait. pas fâché. Nous sommes dans une crise diplomatique entre deux États. Et dans ce genre de situation, il n'y a pas de questions à se poser. Je vais essayer d'imager les choses pour vous, comme c'est difficile à comprendre. Mais toi, tu es un C'est pas difficile. Je vais imager. Laissez-le dire, faut pas l'arrêter. Je ne peux pas parler, ça ne sert à rien. Laissez-le dire, laissez-le dire, laissez-le dire s'il vous plaît. Laissez-le Moi, je suis dire. pas d'accord. Non, Laisse- c'est difficile à Laissez-le, comprendre. laissez-le, Je laissez-le vais dire. imager pour il va vous. parler. Je vais Laissez-le imager dire. pour vous. Daouda. Je pense que c'est Mélissa Djedje. Moi, j'ai grandi avec les frères BT. D'accord. Chez nous, les BT, chez nous à Gagnoua, quand ton frère est dans Palap quelque part, tu ne poses pas question. Il a raison, il n'a pas raison. Tu le tires de là d'abord, et puis après, tu lui demandes, mon frère, il y a eu quoi? Mais C'est pour comme ça. les Non, non, tirer je de là, viens. c'est Tu as parlé, grave. mais Laisse-le tu es développer, seul. laisse-le Non, parce développer. qu'il a dit chez nous les Non, BT. Laisse-le Bien développer. sûr, moi, je suis là-bas aussi. Tu diras après, tu diras après, D'accord. laisse-le finir. J'ai imagé pour toi, pour que tu comprennes. Tu as vu l'image, non? Voilà. Je vois Donc, bien tu as bien l'image. vu Laisse-le l'image. dire, laisse-le Donc, ici, dans ce cas de figure-là, en fait, nos soldats-là, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos femmes, ce sont nos maris qui sont en difficulté ailleurs. Dans ce genre de situation, en deux États, on ne pose pas de questions. On les tire de là d'abord, et puis après, on va leur demander, il y a eu quoi? Là où moi je suis là, je ne pose pas de questions à quelqu'un parce que j'aime la couleur orange, blanc et vert. Il n'y a pas de débat à avoir. De la même manière que eux, ils aiment leur drapeau, de la même manière qu'eux, ils sont dans un discours souverainiste, moi aussi, je me mets dans cette posture de souverainiste. Avant d'agir, là. Non. C'est ne pas aimer sa patrie. Non, 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 C'est non, ne pas aimer ça, le c'est pas une drapeau. réflexion. Dès l'instant Non, que parce ton que moi, État je te est- non, demande de quand réfléchir on- Ne parlez pas Pas tous de ensemble. Si vous débat. parlez ensemble, attention, quelqu'un va aller. Daouda, un instant. Daouda, Quel type de Daouda, boycott aurais-tu Isabelle. souhaité avoir? On Quel est type d'accord? de boycott? Est-ce que déjà le boycott, Isabelle, c'est la tout le monde, réponse? est-ce qu'on peut faire silence déjà sur le plateau, s'il vous plaît? Bon, on prend les cœurs Ok. comme tu es énervé. Daouda, tu diriges pas le plateau, s'il te plaît. D'accord. Ok? Tu vas faire une minute au coin, vas-y. Vas-y, Daouda. Tu fais Aujourd'hui une- encore? Tu fais une minute au coin, s'il te plaît. Non. Vas-y, Daouda, une minute au coin. Non. Une minute au coin, Daouda. Non. Une Mais minute le au coin. débat, c'est la Daouda, deuxième. une minute au Mais coin, les gens rapidement. comme ça. Une minute au coin, Daouda. C'est toi le récalcitrant ici. On gère le plateau, s'il vous plaît. On gère le plateau. Mélissa, je voudrais t'entendre sur ce qu'il a dit, Daouda. Moi, je ne suis pas d'accord parce que Daouda tire à balles réelles, mais il tire pour aucune raison. On aime tous la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question de si est-ce qu'on aime la Côte d'Ivoire ou pas, est-ce qu'on aime notre drapeau. La question, c'est aujourd'hui, quand on pose des actions, il faut que ces actions-là soient efficaces. Aujourd'hui, creuser le fossé entre nos deux pays, ce n'est pas ça forcément qui va faire sortir les 49 soldats. Mais il faut qu'au sein même des populations, on puisse aussi faire pression à notre niveau. Et je pense que la pression que nous, en tant que patriotes, on puisse faire, c'est de faire ce type d'action, donc ce boycott. Est-ce que, Mélissa, est-ce que, je sais pas, est-ce que ce n'est pas genre, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs ou dommages collatéraux? Je veux dire, ça ne concerne pas le peuple, hein. Il faut le dire, cette affaire. Ce sont nos frères. Écoutez, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne va pas se situer entre... Ils vont rester dans nos cette voisins. affaire de 49 soldats. Ils resteront nos Ok, voisins. nous avons, Quand attention, on va ils ne finir resteront le pas problème. seulement nos voisins, ce sont nos frères. Nous avons, je veux dire, des patronymes en commun. Bien sûr. Nous avons des couples en commun, maliens, ivoiriens. Il y a des Amadou. Mais une économie entremêlée. Est-ce que ce n'est pas trop fort? Est-ce que ce n'est pas trop fort que de boycotter la culture, d'inclure la culture dans cette affaire? Je suis d'accord, je trouve que c'est fort. Je vous pose la été question. partie Je prenante leur des pose la politiques. question. Je suis Donc, on d'accord, peut pas c'est très dissocier fort ça. même. Donc, Donc on il peut faut, pas- on il faut, peut la- pas il faut accepter. mesurer quand on le fait. D'accord. Par exemple, on aurait pu faire, excuse-moi, Kevin, mais on aurait pu faire comme Sidiki Diabaté, nos artistes ivoiriens pourraient sensibiliser. Ça, c'est pacifique, ça reste diplomatique et c'est moins... Est-ce que tu as vu l'élément de Sidiki? Daouda. Non, je n'ai pas vu malheureusement. Laisse-moi te donner la parole. Laisse-moi te donner la parole, n'as pas Daouda. apprécié. Laissez-moi vous donner la parole. Mais Et je vous pose une Kevin question tout boude de un suite. peu, on va le Et je laisser vous parler. pose une question. En lieu et place de boycotter les artistes maliens,
sur les réseaux sociaux, ils se racontent qu'il est possible qu'on leur coupe le courant. De Perpignan, on parlait hier. Est-ce que c'est pas une bonne solution, ça? Plus que le boycott est mieux que couper le courant là-bas. Daouda, tu vois? En tout cas, le boycott est mieux que couper le courant. Il est fâché contre moi. Parce que là, ça serait vraiment un autre niveau. Non, moi, je ne soutiens pas cette action. Couper le courant? Couper le courant, je pense que là, si je suis contre le boycott d'artistes maliens, Mais déjà, je ne peux jamais être pour. Si je peux me permettre, couper le courant serait pire que justement de boycotter. Je préfère encore qu'on boycotte les artistes maliens qu'on coupe le courant. Merci. Non, je ne suis pas pour le boycott, évidemment. Je suis en train de vous dire que je préfère qu'on les boycotte, qu'on coupe le courant. Mais moi, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que franchement, ce boycott-là, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu. C'est ce qu'on appelle enfoncer le couteau dans la plaie. Et Daouda, ce que tu étais en train de dire, en mode, faudrait résolver le problème, faudrait extirper nos soldats, peu importe la manière. Pour moi, c'est des propos d'un va-t-en-guerre. C'est peu importe comment on va résoudre le problème, mais il faudrait le résolver. On réfléchit pas. On réfléchit pas, mais on te parle de crise diplomatique. C'est pas un problème de tontine entre deux quartiers. On te parle de crise diplomatique. Pour toi, le journaliste politique averti, ça me choque que tu sortes des propos aussi aberrants sur un plateau de télévision. J'en perds même mon... Ça, c'est à un certain niveau, là, c'est diplomatique. Mais en population, là, je pense qu'il y a une... Excuse-moi. Non, vas-y, oui, vas-y. En fait, le problème avec toi, c'est que tu as une vision qui est juste là. Quand l'État de Côte d'Ivoire, quand le président, son Excellence Alassane Ouattara, gère la crise diplomatiquement, il y a d'autres là. Comme on le dit à la fête, il y en a qui font poésie. Il y en a qui mélangent. Ils font quoi? Il y en a qui chauffent le coin à la fête, généralement. On dit quoi? On appelle ça le poésie. Voilà, le poésie. Il y en a qui mélangent. Et puis, ceux qui sont au-dessus de l'État gèrent diplomatiquement. Ils constatent les faits. Oui, je l'assume. Je l'ai fait et je l'assume. Il y en a qui font des dégâts, ils font des boycotts. Et il y en a qui déplorent les faits et puis on demande pardon. C'est ce qui s'appelle, en fait, au niveau diplomatique. Au plus haut niveau, là, eux, ils discutent. Mais nous, en tant qu'Ivoiriens, nous avons notre part, nous avons notre rôle à prendre dans cette lutte contre le Mali. Ne te substitue pas aux Ivoiriens. Il y a autre chose pour dire qu'on n'est pas d'accord. Non, déjà même, il ne faudrait pas qu'ils parlent pour tous les Ivoiriens. Merci. Il ne faudrait pas qu'ils disent nous, les Ivoiriens. Attention, ne parlez pas tous ensemble. Vous proposez quoi? Faut pas un boycott. Tu veux pas qu'on boycotte? On fait bien. Très bien. Vous proposez quoi? Nos artistes auraient pu sensibiliser quand ils vont au Mali. On aurait pu faire des marches. On a qu'à chanter quoi? Chanter pour dire. Mais on ne chante pas. On n'a pas chanté pour Covid. On ne chante pas, c'est notre spécialité même chanter. On aurait pu libérer nos 49 soldats. Il y a sa chanson, on danse. Est-ce que nous, on pas fait ça? Et puis les Maliens, on allait danser dessus. On est d'accord sur une chose. Oui. On est d'accord sur une chose. Mélissa, tu es menacée par le coin. Oh, désolé. Ok? Très bien, tu vas goûter comme tu viens d'arriver dans... Non, il faut qu'elle goûte. Non. On est tous d'accord. Je ne me tais pas. On est tous d'accord que nos frères, à la veille de l'indépendance, doivent rentrer au pays, les 49 soldats. Ok? On est tous d'accord sur ça, mais comment? Comment résoudre cette affaire? Pour moi, personnellement, je pense que c'est vrai qu'on a eu à faire les pour ou contre, le boycott et autres. Une lutte, en fait, elle est multiforme. Elle se mène à tous les niveaux, en fait. Très bien. Pour moi, ce qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est plus profond que ça, en fait. Et quand on arrive à un certain niveau de l'État, il ne faut pas humilier un État. Un État, on ne l'humilie pas. On essaie de discuter, on trouve des solutions. Mais quand il n'y a pas de solution, souvent, il faut, quand tu marches quand tu es dans la chambre avec un aveugle, que tu danses avec lui, il faut souvent marcher sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Parce qu'aujourd'hui, le Mali pense qu'il est seul. Mais il n'est pas seul. On va marcher un peu et puis après, on va s'asseoir entre frères et sœurs pour discuter. Ils n'ont pas encore trouvé, moi je tiens à dire, la résolution d'un problème diplomatique ne se résout pas à la première ou à la deuxième rencontre. Ils n'ont pas encore trouvé de solution. Ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Mais il a dit que le 7, c'est dans 3 jours. Le 7, c'est dans 3 jours. Le 7, c'est dans 3 jours. D'accord, c'est dans 3 jours, mais on n'est pas encore à la date. C'est nous qui donnons ce délai. Le 7, c'est dans 3 jours, mais on est bien d'accord qu'on n'est pas encore à la date du 7. On n'a pas encore trouvé de solution, ne veut pas dire qu'on ne va pas en trouver. Qui vous dit en fait que justement la junte militaire est totalement sourde aux supplications ou aux discussions? Peut-être
qu'elle va finir. On ne sait pas, vous ne pouvez pas vous substituer. Quelle supplication? Je parle de supplication. Je suis surpris. Le Mali a chassé l'ambassadeur français. Il a chassé le gars, le représentant de l'ONU. Mais je pense est-ce que vous imaginez... Tu me rejoins. Laissez-le finir, ne parlez pas tous ensemble. Tu me rejoins. Je te laisse terminer. Laisse-le terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Non, vas-y, termine. Laisse-moi terminer. Laisse-le terminer. Laisse-le terminer, vas-y. Merci. Ne te fâche pas. Des gens qui ont chassé toute cette personne-là. Nous, ils ont nos frères. C'est même pas. Ils ne les ont même pas arrêtés. C'est une prise d'otage pour menacer un État. Mais je tiens à te dire, les États-Unis ne négocient pas. Et nous sommes comme les États-Unis. On ne négocie pas avec les terroristes. On leur a mis des sanctions. Hein. Mais Daouda, je tiens juste à préciser. Comment? Donc, ils utilisent leurs outils. Je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est des outils déplorables. Pas d'accord sur quoi? Je ne suis pas d'accord, mais ils les ont pris en otage, qu'il dit. Parce que, encore là, le Mali a donné sa version, la Côte d'Ivoire a donné la sienne. Donc, quelle est la version que tu soutiens? Mais Daouda, moi, je voudrais te poser une question. Quand tu dis on est comme les États-Unis qui ne négocient pas, mais la vraie phrase, c'est les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes. Est-ce que tu considères l'État malien comme un État terroriste? Comment? Est-ce que tu considères l'État malien comme la gente, vu leur comportement, sincèrement, c'est des terroristes pour moi. D'accord. C'est mon avis et je l'assume. C'est ton avis. Oui, c'est mon avis. C'est mon avis. Daouda, tu peux m'écouter. Ça n'engage que toi. Tu peux m'écouter. En fait, c'est là que tu me rejoins. Au début de mon argumentaire, je vous ai dit qu'un gouvernement composé de membres de la société civile ne phosphore pas comme un gouvernement qui est rempli de militaires. Donc, on ne peut pas imputer la responsabilité de la junte au peuple malien. Parce que justement, la junte, toi, tu as dit que pour toi, c'est des terroristes. Tu penses que le terroriste se soucie vraiment d'un peuple? Pas du tout, que le peuple soit malien, qu'il soit français, qu'il soit ivoirien, il n'en a cure. Donc, on ne devrait pas justement jeter l'opprobre au peuple malien du fait du comportement totalement abject de la junte. Mais la junte est le gouvernement et la représentation de la population. Mais tu pourrais de temps en temps laisser Isabelle parler quand même. Isabelle, pardon. Bon, vas-y, je sais que ça te brûle. Ça me brûle. Mais en fait, je te dis, tu parles, tu dis, parce que le pouvoir n'appartient pas à ces militaires. Quand on parle de pouvoir, quand on est dans une démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Et nous avons le devoir, nous, citoyens ivoiriens, de faire pression sur eux pour qu'eux aussi, à leur tour, ils fassent pression sur ces gens-là. Parce que cette jeune dont tu parles a le soutien populaire de tous les Maliens, en fait. Tous les Maliens, allez-y sur les forums maliens, allez-y écouter, allez-y lire. Nous, on a cette discussion ici. Peut-être qu'ils ont peur. Non, quelle peur? D'accord. On a bien aimé vos avis, très chers amis. Eux, ils soutiennent leur pays. Je voudrais vous amener à réfléchir tous autant, je vous en prie. C'est juste Daouda, Mélissa, Isabelle, Kevin, je voudrais, avec tous nos téléspectateurs, vous emmener à réfléchir sur une chose. Les relations séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali sont tellement importantes. La fraternité. Peut-être que Daouda n'aime pas trop que Sidiki Diabaté se promène avec Kamen Sama, on ne sait pas. Hein. Il y a beaucoup qui sont fâchés, il y en a qui sont rancuniers là-dessus depuis, mais qui n'en parlent pas du tout. Mais écoutez, c'est de la fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs choses qu'il faut préserver parce que c'est précieux. C'est deux peuples frères qu'il ne faut pas, à cause d'une erreur, un malentendu, c'est comme ça que je l'appelle, nous emmener à faire autre chose ou à nous séparer, à nous quitter dos à dos. Trouver rapidement, très chers dirigeants, une solution face à cette affaire. On va marquer la pause tout de suite. Merci d'avoir regardé ce clash. Et puis l'émission se poursuit. Merci de nous suivre sur Live TV, la télé sans filtre. On fait place maintenant au coup de cœur, coup de gueule. Et c'est Isabelle Vouvor qui a un coup de cœur. Un coup de cœur. Oui, effectivement, Eric. Alors moi, aujourd'hui, j'ai un coup de cœur. Parce que effectivement, il en faut du courage pour pouvoir témoigner d'une maladie qu'on appelle encore maladie de la honte sous nos cieux en Afrique et même au-delà. Je vais vous raconter donc l'histoire d'une jeune influenceuse américaine qui a 27 ans, qui s'appelle Gina Chu. Elle a plus de 430 000 abonnés sur Instagram, plus de 30 000 abonnés sur TikTok et pendant plus de 10 ans, elle avait le virus du VIH qui s'est aujourd'hui muté en maladie, donc en sida. Et elle a eu à utiliser ses réseaux sociaux pour témoigner en fait de ce qui lui est arrivé. Alors elle nous dit qu'elle ne sait pas en tout cas comment est-ce qu'elle a contracté la maladie, si c'est quand elle était dans la rue et qu'elle utilisait en fait des seringues usagées pour pouvoir se tatouer ou alors à travers ses nombreuses conquêtes masculines avec des relations sexuelles non protégées. Et parmi ces conquêtes, on peut citer les célèbres acteurs comme Nick Cannon ou encore Chris Brown. L'ex de Rihanna. Exactement, tout à fait. Donc c'est le lieu pour moi en tout cas de pouvoir sensibiliser donc les jeunes, tout le monde en tout cas, sur le fait que
il faut se protéger, en tout cas lorsqu'on a des rapports sexuels, ou alors pour ceux qui peuvent pratiquer l'abstinence. Je crois que et se tester aussi. Et surtout, voilà, surtout pouvoir se dépister assez souvent. Et il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la prise en charge est totalement gratuite, que ce soit en établissement privé comme en établissement public. La prise en charge médicale est gratuite, le dépistage est totalement gratuit également et les médicaments sont aussi gratuits et ce sont des médicaments de dernière génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de consommer, en fait, de prendre une dizaine de comprimés pour pouvoir taire la maladie en soi. Il faut juste un comprimé qu'on prend tous les soirs, une fois par jour. Voilà. Merci Isabelle pour toutes ces informations. Kevin Aubin, coup de gueule. J'ai un coup de gueule, ouais. Au début, mon coup de gueule portait sur la gestion désastreuse de l'image de Miss Côte d'Ivoire 2022 par le Comici. Mais bon, à la surprise générale, hier, Marlène Kouassi, Miss Côte d'Ivoire 2022, a posté des photos assez alléchantes sur sa page Facebook, photos que vous pouvez voir à l'image. En revanche, avant ces photos-là, Marlène présentait des images très limites. Les Ivoiriens ne se faisaient pas prier pour la tacler son directeur artistique et incriminer le Comici par ricochet. Et je suis très d'accord avec tous ceux qui se sont indignés de la qualité des shootings photos de la Miss Côte d'Ivoire 2022. Il faut en fait, selon moi, une restructuration dans la façon de travailler du Comici. J'ai l'impression que ce comité-là n'est pas conscient du grand challenge qu'ils doivent relever cette année, parce que l'année dernière, on a eu Olivia Yassé qui a mis la barre haute. En fait, j'ai envie de dire même qu'elle a perché la barre dans les cieux. Donc, on ne peut pas avoir une Olivia Yassé qui, justement, est arrivée à Miss Monde, qui était troisième sur... Deuxième dauphine, donc. Deuxième dauphine, donc Miss Afrique. Ouais. Et avoir une Miss qui se languit. Marlène n'a pas le droit de se languir. Et si la communication du Comici persiste à être dantesque ou nulle, il faudrait qu'elle s'entoure de sa propre équipe, comme l'a fait Olivia Yassé. Ça dépend des moyens quand même de la jeune dame, Olivia Yassé. Tout le monde n'a pas le papa qui est mère. Écoutez, Olivia... moi, j'ai pas envie de parler de moyens. Moi, je suis en attendant, moyen ou pas moyen, quand on parle de Miss Côte d'Ivoire, Marlène est le porte-drapeau du pays. Quand elle part en Guinée ou au Sénégal, les Guinéens ou les Sénégalais s'en foutent qu'il y ait... Ouais, ils s'en foutent. Écoutez, le Comici travaille. Il travaille très bien. C'est pour ça que vous avez eu une Olivia Yassé. OK? Donc, non, ce n'est pas le Comici qui a fait Olivia Yassé. Olivia Yassé avec sa propre équipe, notamment sa mère, qui gérait tout qui était justement l'éminence grise. Tu es d'accord avec moi quand même que Miss Côte d'Ivoire est passée d'un niveau à un autre? Ça évolue. Grâce à Olivia Yassé et son équipe, selon moi. C'est ton avis. Le Comici travaille, il faut insister pour le dire, bravo à tout le comité, donc Miss Côte d'Ivoire, qui travaille vraiment. Et puis, on espère qu'on va écouter quand même le coup de cœur, le coup de gueule donc, de Kevin, pour qu'on puisse arranger les choses. On aimerait voir notre Miss beaucoup plus belle, beaucoup plus resplendissante, et je pense que ça va se faire. Et tous les jours. Ça vient de se faire tout de suite, là. Évoluons, c'est comme ça que vous avez fait pour Sui Fatem. Elle est toute belle maintenant, notre Sui Fatem. On ne veut plus cette robe bleue dans cette chaise bleue avec ce décor bleu. Les couleurs du pays sont orange, blanc, vert. Tout de suite, sur la télé, sans filtre, qui va analyser donc l'image politique de la Côte d'Ivoire de façon sans filtre. C'est de Perpignan. C'est de Perpignan. Alors, mon élément. Ah, c'est mon élément. Hein. Alors, vous avez parlé de boycott, tout ça. Alors, je sais me mettre sur ton côté. Je vais dire aux deux autres là. Quand il y a eu la guerre Russie-Ukraine, ils ont boycotté tous les artistes russes qui devaient s'exprimer en France. Et ils n'ont même pas joué pendant tout ça là. Dans l'Union européenne, ils ont tout dit, il ne faut plus vendre ce spectacle. OK? Donc, ça peut se faire. Voilà. Alors, donc, toi, si tu étais lâche... On n'est pas en guerre, On n'est pas en guerre. Non, le Mali, on n'est pas en guerre du tout. La France n'était pas en guerre avec Poutine quand il ne voulait pas que les Russes passent sur lui. Alors, vous deux, Alpha Blondy, il va en France et il chante « Armée française, allez-vous-en » Mais les Français, ils remplissent la salle. Ça veut dire que la culture peut être aussi utilisée, mais on laisse tomber. Dans tous les cas, nous, on est frères et sœurs, ben on est d'accord, mais bon, chacun... Frères et sœurs avec qui? Avec le Mali, nous, tu veux dire? Nous, on est d'accord. Hein, on s'aime entre nous, Maliens, Ivoiriens, on est tous... Mais on a un peu d'humanité en nous. Soyez humains aussi, les politiques. Sur ce, alors, on va commencer avec cette histoire des 17 milliards de Covid qu'on devait donner aux planteurs. Bon, l'argent est où?
La question se pose. Et en plus de cela, qu'on ne sait pas où l'argent se trouve, il y a les 100 millions que le président de la République a donnés quand ils ont rendu hommage à Yam Sokro. Bon, ça fait 17 millions 100. Mais l'argent est perdu, on ne sait pas où ça est. Donc les planteurs disent qu'ils vont rentrer en grève. Tant qu'ils ne voient pas l'argent, ça va se compliquer. Il ne faut pas gâter le nom du pays qui est le premier exportateur de cacao. Alors, sur ce, on dit qu'on va construire encore 25 000 logements sociaux. Bon, on a construit le premier vague là-haut. Ils ont pris l'argent des gens. Toi, ils ont pris pour toi, parce que toi, toujours, tu te prends. Ils ont pris l'argent des gens. On ne sait pas où les maisons sont construites. Et puis, on vient encore, on dit qu'on va construire encore 25 000 logements. Bon, j'espère que ce n'est pas Abidjan seulement. Hein. Vous allez construire aussi au nord. Parce qu'il y a Amélie, nord, il y a Amélie. Construisez aussi là-bas. Mais n'oubliez pas aussi, n'oubliez pas, en faisant ces 25 000 logements, n'oubliez pas les plantings d'arbres. Vous avez dit, on n'a qu'à planter arbres. Les goudrons, les voiries. Ne construisez pas et puis maintenant, non, il faut décrépir. Ne me cherchez pas. Bon, ne le cherchez pas. Non, ne nous cherchez pas. Bref, alors je vais finir sur ce. Il y a un député qui dit qu'ils n'ont qu'à libérer les 49 militaires immédiatement. Il appelle à la jeunesse ivoirienne de se lever pour aller, je ne sais pas si c'est manifester, ouais, mais on se rappelle que cette histoire des militaires-là, ça finit pas vraiment, souvent pas clair. Tu te rappelles un peu, les gars qui sont allés en Tchad, où sont au Tchad, on dit. Au Tchad, bon, en Tchad, ils sont partis, on ne les a pas vus donc en Tchad. Mais au Tchad, prenons ce côté-là. Ils ont provoqué un coup d'État contre Bendier, vous vous rappelez? En 2000, les Zinzins et les Baïfoués. Cette année, 49 au Mali. Tout ça, c'est des non-dits. Tout ça, c'est des non-dits. Merci, monsieur de Perpignan, qu'on applaudit, s'il vous plaît. Et merci à vous d'avoir regardé ce talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Rappelez-vous le rendez-vous du lundi au vendredi, 19h45. Et vous avez intérêt à être toujours là avec nous tous les soirs. Parce qu'ici, tout se dit.